Plus que quelques heures avant le début de l'évacuation du camp de migrants de Calais, en quelques jours, environ 7000 personnes doivent quitter cette zone surnommée la jungle dans le nord de la France. Elles seront réparties dans plusieurs centres d'accueil à travers le pays. Toute cette journée dimanche a été consacrée aux préparatifs de ces évacuations. Les forces irakiennes affirment qu'elles progressent toujours vers Mossoul. Dans les faubourgs de la deuxième ville d'Irak, le groupe État islamique se défend avec des mines, des voitures piégées, des kamikazes et des missiles. Les djihadistes procèdent aussi à des attaques surprises dans des villes de la région. C'est le cas à Kirkouk où s'est rendue l'une de nos équipes. Et puis l'Espagne pourrait bientôt avoir un gouvernement. Mariano Rajoy va se soumettre au vote de confiance du Parlement. Finalement, le PSOE, le Parti socialiste espagnol, fait le choix de ne pas lui barrer la route. Ce serait donc la fin de 10 mois de paralysie politique après 2 élections législatives sans majorité. Bienvenue sur France 24. En France, à Calais, certains migrants passent leur dernière nuit dans ce qui est surnommé la jungle. Ces dernières heures, des heurts ont opposé certains de ces migrants à des forces de l'ordre, comme c'est souvent le cas dans ce secteur. Certains migrants tentent de monter dans des camions pour l'Angleterre. À l'origine, un camp sauvage de réfugiés apparu il y a 14 ans. Cette jungle rassemble désormais entre 6000 et 8000 personnes. L'évacuation de ce site immense va débuter dans quelques heures, ce lundi matin. Et ces milliers de personnes vont être réparties dans des centres d'hébergement à travers tout le pays. Les explications de Sophie Rodier. C'est l'équivalent d'une petite ville. 6400 migrants à évacuer en quelques jours. Pour cela, l'État a mis en place une organisation millimétrée. Lundi matin, 8h, début de l'accueil ici devant ce hangar, situé à 300 mètres du campement. Un sas de 3000 mètres carrés avec 4 files d'attente. Une réservée aux majeurs, une pour les mineurs, une pour les familles et enfin pour les personnes vulnérables. Chaque migrant se verra alors proposer au choix 2 régions. Un bracelet avec un code couleur lui sera remis en fonction de sa décision. À l'intérieur, il devra alors rejoindre l'une des 6 tentes. Chaque couleur correspond à une zone précise. Puis chaque groupe de migrants montera dans un bus, direction les centres d'accueil. Ils sont répartis dans toute la France, à l'exception de l'Île-de-France déjà saturée et de la Corse. Le ministère de l'Intérieur a demandé à chaque préfecture de recenser le nombre de places disponibles. À la région Auvergne-Rhône-Alpes d'en accueillir le plus, suivi de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie. Mais comment seront acceptés les migrants par la population? Accueil plutôt bienveillant à Saint-Brévin en Loire-Atlantique, où les habitants ont organisé une manifestation de soutien. Chaque commune pourrait bien quand même accueillir 50 migrants, c'est quand même la moindre des choses. On est 13 000 ici, enfin un peu plus de 13 000. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est œuvre d'hospitalité, d'asile tout simplement. Ou devront-ils s'attendre à des situations tendues comme à Saint-Bosile de Putois, dans l'Hérault, où le maire a posé sa démission? Et nous soutenons notre maire et tout le conseil municipal, parce que c'est trop ce qu'on nous envoie. On n'est pas contre l'arrivée de migrants, mais on voulait participer au projet. C'est pas possible qu'on nous mette devant le fait accompli. À Calais, la destruction des baraquements de la jungle commencera dès mardi. En Irak maintenant, l'offensive sur Mossoul a débuté il y a une semaine exactement. Et malgré la résistance du groupe État islamique, les différentes forces engagées progressent village après village. L'armée irakienne au sud, les Peshmerga à l'est. Ces combattants kurdes d'ailleurs affirment être à moins de 10 km de la deuxième ville d'Irak. Ils promettent une avancée très rapide d'ici les 2 prochains jours. On fait le point avec notre envoyé spécial qui suit ces Peshmerga, Jonathan Walsh. Les forces Peshmerga ont remporté une victoire décisive ce dimanche à Bashika, une ville qui se trouve à 9 km à peine à l'est de Mossoul. Les forces Peshmerga qui sont entrées massivement dans la ville après avoir conquis plusieurs villages, après avoir repris plusieurs villages au groupe État islamique. Il semblerait même que l'artillerie turque soit venue à leur aide. En tout cas, c'est ce qu'affirment les autorités turques, et ce, malgré la ferme opposition à toute intervention de la Turquie de la part des autorités irakiennes. Un peu
plus au sud, les grandes villes chrétiennes de Karakosh et Bartella ont également été reprises. Elles se trouvent respectivement à 12 et 7 km de Mossoul. Donc il y a un arc de cercle assez important sur ce front est qui vient d'être ouvert en reprenant ces 3 localités. Et nous avons parlé à un général qui nous a confié que dans les prochaines 24, peut-être 48 heures, des renforts allaient arriver pour à la fois consolider les positions sur cet arc et également reprendre une voie majeure, un axe majeur, la route 80 qui se trouve au sud-est de Mossoul et qui mène tout droit vers les faubourgs du fief des djihadistes. Et ces peshmergas et ces soldats irakiens font également face à une autre menace, les contre-feux lancés par les djihadistes. Vendredi, ces derniers ont activé les cellules dormantes dans la ville de Kirkouk, à dominante kurde, avec une série d'attaques, une manière de lancer d'autres fronts, de disperser l'adversaire. Il n'y a pas eu d'autres attaques depuis, mais des combattants se trouveraient toujours dans cette ville où est entrée l'une de nos équipes. Reportage Fatma Kizilboga, Abdallah Malkawi et Adam Pletz. Un convoi des forces de sécurité kurdes traverse la ville de Kirkouk, qui se remet lentement d'une attaque de l'organisation État islamique. Il y a 2 jours, leur siège a été pris pour cible par les djihadistes, mais l'officier en charge reste déterminé. Nous allons les empêcher de mener d'autres attaques à Kirkouk. Nous sommes leur plus grand obstacle, et c'est pour cela que Daesh a visé notre bureau. Mais ils n'ont pas réussi à y pénétrer. Le commandant de la base l'a pourtant échappé de justesse. C'est mon bureau. Et là, vous pouvez voir par où la balle est entrée, juste là. Et elle a atterri juste là. C'était une balle de sniper. Une attaque pendant laquelle le colonel a perdu plusieurs de ses hommes. Il ne cache pas sa colère. Ça, c'est le corps d'un combattant de Daesh. Il est mort comme un chien. Dans une poubelle, les restes du cadavre d'un kamikaze exposés à la vue de tous. La situation est redevenue calme dans le quartier, mais ce n'est pas le cas dans toute la ville. On a découvert un autre terroriste caché dans la ville. On est en train d'essayer de le neutraliser. De nouvelles attaques sont redoutées dans la ville de Kirkouk, où la sécurité reste à son plus haut niveau. Et Jean-Marc Ayrault est en visite dans la région. Ce dimanche, le ministre français des Affaires étrangères était à Gaziantep, en Turquie, dans le sud-est, où il s'est rendu, vous le voyez, dans un camp de réfugiés. Il doit aussi s'entretenir ce lundi avec son homologue turc à Ankara pour aborder 2 choses. La situation en Irak, bien sûr, mais aussi en Syrie, à Alep. Après 3 jours de trêve dite humanitaire, les combats ont repris dans la 2e ville du pays. Les bombardements russes et syriens aussi. Et Jean-Marc Ayrault plaide toujours pour une solution négociée. Écoutez. Il faut continuer à mobiliser la communauté internationale pour que le massacre d'Alep, mais aussi des autres régions qui sont concernées en Syrie, s'arrête. Car c'est une véritable tragédie qui est en train de se produire là. Je ne sais pas quel est l'objectif des Russes qui continuent de soutenir le régime de Bachar el-Assad. Mais en tout cas, on sait qu'à la fin, il n'y aura pas de paix et qu'il y aura toujours des risques majeurs. Ces risques majeurs, ce sont les terroristes de Daesh, d'Al-Qaïda. Qu'en pratiquant ainsi, ceux qui bombardent et qui tuent renforcent. C'est peut-être la fin de 10 mois de paralysie politique en Espagne. Coup sur coup, 2 élections législatives n'ont pas permis d'obtenir de majorité. Mais il n'y aura pas de 3e vote. Le PSOE, le Parti socialiste espagnol, préfère ne pas voter contre Mariano Rajoy. Il s'abstiendra lors du vote de confiance au Parlement. Noémie Roche. Le pas est lourd. La décision est difficile à annoncer. Le comité fédéral du Parti socialiste vient de décider, à une large majorité, de permettre au conservateur Mariano Rajoy de former un gouvernement minoritaire. Le PSOE s'abstiendra donc de voter lors du prochain vote de confiance fin octobre. S'abstenir, ce n'est pas soutenir. Le Parti socialiste est arrivé à cette conclusion après un débat profond. Un débat qui est intervenu dans une situation très difficile, à savoir l'absence de gouvernement. En 10 mois, les Espagnols ont déjà voté aux législatives à 2 reprises. En décembre 2015 d'abord, puis en juin 2016. Chaque fois, le parti conservateur du Premier ministre sortant, Mariano Rajoy, l'a emporté, mais sans majorité absolue et sans alliés.
Avec cette décision, le Parti socialiste évite donc aux Espagnols de se rendre aux urnes une troisième fois. Battu en brèche par le nouveau parti anti-austérité Podemos, le PSOE évite surtout une nouvelle déroute. Mais pour ses sympathisants socialistes venus manifester devant le siège du parti, la pilule a du mal à passer. C'est un jour triste car le Parti socialiste a commis un suicide. Le suicide du deuxième parti le plus important d'Espagne. Les dirigeants du parti ont le pouvoir et prennent leurs décisions. Et nous, on doit accepter ça. En tant que socialiste, moi je dis non, non et non à un gouvernement corrompu. Grâce à l'abstention du Parti socialiste, Mariano Rajoy doit logiquement obtenir la confiance de la Chambre à la fin du mois. Après plus de 300 jours d'intérim, l'Espagne devrait donc retrouver un gouvernement en novembre. L'actualité en Amérique latine est notamment marquée par la situation au Venezuela. Le pays s'enfonce dans une grave crise économique et politique également. Son président reste accroché au pouvoir. Cette semaine, Nicolás Maduro a bloqué le référendum sur sa révocation. Référendum pourtant demandé par l'opposition, qui est majoritaire au Parlement. Ce soir, cette dernière dénonce officiellement un coup d'État de Nicolás Maduro, coup d'État contraire à l'ordre constitutionnel. Elle invite l'armée vénézuélienne à la désobéissance. La séance dans ce Parlement a été tendue. Les partisans du président Maduro ont tenté d'investir l'Assemblée. De son côté, le Chili vit en ce moment un scrutin test. La socialiste Michelle Bachelet est au pouvoir depuis 10 ans. Elle devra passer la main l'an prochain. Et les élections municipales qui se déroulaient ce dimanche vont donner la tendance de la présidentielle de novembre 2017. La popularité de la présidente sortante est en chute libre, notamment après une affaire de corruption qui concerne son fils. On fait le point avec Laurie Fachot sur les dernières projections depuis Santiago. Pour l'instant, nous n'avons que les projections des médias locaux qui montrent des résultats favorables à la droite. Donc ce ne sont que des projections, mais qui montrent que dans les grandes villes du Chili, la droite aurait remporté 9 villes contre 5 pour la gauche. Dans le centre-ville de Santiago, par exemple, l'actuel maire de gauche pourrait perdre son poste face au candidat de droite. Même scénario dans une autre commune emblématique de la capitale, qui s'appelle Providencia. Là, la gauche aurait perdu, là aussi, face à la candidate de droite, qui était Vilma Mattei, qui était allée au second tour de la présidentielle en 2013 face à Michelle Bachelet. Alors, les premiers résultats officiels devraient arriver d'ici moins d'une demi-heure. Ces élections, vous l'avez dit, sont un test pour le gouvernement de centre-gauche au pouvoir, dans un contexte particulier, premièrement à 1 an de l'élection présidentielle, et ce, alors que la présidente, Michelle Bachelet, connaît des taux records d'impopularité, avec seulement 23% d'opinion favorable ce mois-ci. Et puis les projections aussi des médias locaux montrent une très forte abstention qui aurait atteint 80% dans la capitale, Santiago, ce qui montre un peu la crise politique, qui reflète la crise politique actuelle au Chili, une abstention qui peut s'expliquer par les scandales de corruption qui émaillent, que l'on lit tous les jours dans la presse chilienne depuis plusieurs mois, de la corruption qui concerne le gouvernement, mais aussi les partis politiques. Et puis cette abstention peut aussi s'expliquer par la faible confiance des Chiliens envers les institutions. Ce chiffre, 5% des Chiliens font confiance aux partis politiques. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, 14 millions de Chiliens étaient appelés à élire plus de 300 maires, plus de 2000 conseillers municipaux. Et lors de ces élections, il y a 4 ans, la coalition de gauche avait remporté la majorité des mairies face à la droite. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais vous pouvez continuer à suivre l'actualité sur notre site internet france24.com avec notamment les reportages de nos envoyés spéciaux en Irak sur la bataille de Mossoul. Fin de ce journal donc, le prochain c'est dans un quart d'heure environ sur France 24.